How did you get in here? One of the porters is a fan. He'll do anything for me. And I'll do anything for you. But you're in training. Everybody knows it builds up muscle tone. Well, building up a little more muscle tone by putting on your clothes. I'll buy you an ice cream. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken, not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Got to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I've got the bitch. Bienvenue en Grèce. Aujourd'hui, nous parlons de Rien que pour vos yeux, sorti en 1981 et réalisé par John Glenn, avec Roger Moore, Carole Bouquet, Lynn Holly Johnson, Topol, Michael Gothard et Julian Glover. Je suis Mathieu et... Et bon, j'ai mon perroquet aujourd'hui avec moi, mais en tout cas, je vais essayer de le faire taire là, pour le restant du podcast. Bon, ok. Fait que aujourd'hui, on est de retour dans la rétrospective là, des aventures de James Bond à l'écran. On est rendu à l'épisode 14. On se dirige très tranquillement là, vers la fin là, de l'ère Roger Moore. Dans le fond, là, on est rendu à son 5e film. La dernière fois, c'était Moonraker, qui était le 4e film, qui avait fait quand même pas mal d'argent. Là, le film d'aujourd'hui, on va décider là, de baisser un peu là, tout le spectacle, là, un peu, là, je veux dire, un peu l'exagération, tout ça, où ce que James Bond était d'aller dans l'espace. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste comme ramener James Bond sur Terre un peu. Ça va être plus... il va y avoir beaucoup d'action, mais on va être quand même plus calme, en fait, là, d'exagération là, de ce qu'on avait vu, là, surtout là, dans le fond, là, dans les retombées là, de Moonraker. Comme je dis, le Moonraker était quand même un des films là, les plus rentables là, de tous les films là, depuis le début. C'est juste qu'on avait réalisé quand même qu'on était peut-être allé un petit peu trop loin. Là. Fait que, tu sais, à quelque part, là, on veut faire quelque chose aussi de différent à chaque fois là, pour quand même ramener là, des gens puis que ça soit intéressant là, d'écouter un nouveau James Bond. Mais juste avant de vraiment le continuer ou le commencer plutôt, rendez-vous sur premiervisionnement.com si vous voulez savoir, savoir ce que j'ai à dire là, sur les 13 premiers épisodes là, de la rétrospective. Vous pouvez tout trouver tous les films qui sont sortis là, chronologiquement avant le film d'aujourd'hui. Puis autre chose aussi que je voudrais rajouter avant de commencer, où est-ce que vous avez trouvé votre podcast aujourd'hui? Gênez-vous pas de commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Puis aussi, juste mettre, de liker ou, c'est niaiseux, c'est plus une question là, de visionnement là, du podcast là, pour aider le podcast là, à juste grossir. C'est pas très long, mais juste faire un like, des fois, ça attire l'attention de des gens, puis quelque part, ça fait juste comme inspirer les gens à écouter le podcast. Plus on est de gens à écouter le podcast, plus c'est le fun, puis dans le fond, ça fait plus d'interaction, tout ça. Fait que gênez-vous pas là, de mettre juste un like là, sur le post que vous voyez là, passer sur Facebook ou même sur l'application que vous utilisez pour écouter le podcast. Gênez-vous pas de commenter ou laisser là, un 5 étoiles, quelque chose de même là, à l'endroit où ce que vous pouvez marquer, que ce soit sur Apple Podcast ou n'importe quel autre distributeur, tout ça. Fait que gênez-vous pas, dans le fond, là, juste c'est pas long, ça prend pas vraiment longtemps, mais moi je mets beaucoup de temps là, pour chaque épisode. Pour quand même monter puis tout préparer puis écouter les documentaires tout ça, fait que tout simplement là, c'est possible pour vous de juste liker là, ça coûte rien, puis en même temps ça donne un coup de pouce là, pour le podcast. Alors rien que pour vos yeux, For Your Eyes Only, sorti en 1981. Personnellement, c'est le premier James Bond qui est sorti là, depuis ma naissance, dans le fond, à ma naissance. Mais je l'ai pas vu vraiment là, genre à cet âge-là. Je l'ai vu quand même pas trop longtemps après, peut-être 7-8 ans plus tard. C'est quand même longtemps après, là, mais en bout de ligne, ça reste que c'est quand même un des 3 premiers James Bond que j'ai vu, puis j'ai vu quand même assez souvent.
Fait que, tu sais, je veux dire, il va y avoir un peu de nostalgie peut-être quand je vais parler là, du podcast aujourd'hui, parce que il y a un temps, vraiment, au tout début, là, quand j'ai commencé à écouter les films de James Bond, ben, tu sais, je crois que le premier, c'est vraiment loin, là, il faut s'entendre là, que c'est-tu exactement lui, là, mais. Le premier James Bond que j'ai vu au complet, c'est le premier avec Timothy Dalton. Et après ça, ben, on avait loué en vidéocassette L'espion qui m'aimait et ce film-là. Puis, je veux dire, on les a retapés sur des cassettes. Puis finalement, ben, je les ai réécoutés là, pas mal tout au long de mon enfance. Fait que c'est quand même un film là, que je veux dire, j'ai beaucoup de nostalgie avec. Mais tu sais, il y a des choses là, quand je vois. Ça m'empêchera pas là, de dire des petites choses négatives sur le film d'aujourd'hui, mais il y a quand même là, beaucoup de choses là, que je trouve qui sont assez bien là, dans le film d'aujourd'hui. Ce qu'on peut vraiment remarquer du film aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un ton assez différent là, des autres films précédents. Les derniers films là, qui étaient réalisés là, par Louis Gilbert, que lui c'était justement plus gros, plus c'est gros, plus c'est plaisant. Puis, ça va avec les films qu'on avait avant. Le réalisateur John Glenn, lui, c'est la première fois qu'il est en arrière de la caméra officiellement, mais il avait travaillé là, sur beaucoup de James Bond à partir là, au service secret de Sa Majesté. C'était le Second Unit Director, le directeur ou le réalisateur là, de la deuxième équipe. Dans le fond, quand le réalisateur principal n'a pas le temps de faire telle séquence, tout ça, ben, il demande à un deuxième, un aide dans le fond, pour que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe là, de telle section. John Glenn était cette personne-là là, depuis au service secret de Sa Majesté. Fait qu'il avait quand même fait beaucoup de séquences là, dans les derniers films. Puis en plus, ben, dans les deux derniers films, là, je sais pas si c'est tous les autres avant aussi, mais dans les deux derniers, surtout ce qui va me marquer, c'est que c'est lui qui a fait les séquences d'introduction. Fait que, tu sais, le saut en parachute avec la descente de ski là, qu'on avait au début là, de L'espion qui m'aimait, et aussi ben, le saut sans parachute de l'avion dans Moonraker, ben c'était lui qui s'occupait là, qui était en charge là, de ces séquences-là. Fait que pour moi, quand je veux dire, j'ai vu cette information-là, ben je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est avec le film qu'on a aujourd'hui, ben, je comprends un peu là, où ce que le film s'en va, tout ça. Il va y avoir beaucoup d'actions là, quand même un peu spectaculaires là, qu'on va avoir là, dans le film d'aujourd'hui. Mais tu sais, c'est toutes les séquences, là, c'est monté beaucoup, là, tout le temps à monter une séquence d'action. Puis avec le réalisateur John Glenn, ben, on a qu'est-ce qu'on avait eu là, dans les séquences d'introduction là, dans les derniers films. Alors, comme tous les films là, de James Bond précédents, ben, en tout cas, c'est une manière de parler parce que il y en a qui ont carrément là, pas été inspirés du tout, qui n'ont rien pris là, des livres, mais rien que pour vos yeux, l'affaire avec ce livre-là, c'est que c'est une collection de nouvelles. Il y a un recueil de nouvelles. Il y a genre 4 histoires là, dans le livre. Le film aujourd'hui va prendre va être inspiré là, de 2 histoires là-dedans, puis peut-être même une 3e histoire là, qui était dans le fond le livre là, de Vivre et laisser mourir. Ben, il y a une séquence là-dedans qui est carrément là, pris du livre là, de Vivre et laisser mourir. Mais pour le film en général, c'est pas mal inspiré là, de 2 histoires dans le recueil qui est Rien que pour vos yeux et l'histoire Risico. Les 2 histoires en tant que telles, ben, ils ont trouvé moyen là, de les mettre ensemble, dans le fond, là, de s'arranger pour que ça soit juste une histoire. Là, on s'entend là-dessus. Puis faut pas oublier aussi que ce recueil-là date de 1960, donc avant même le premier film là, de Dr. No là, avec Sean Connery. Fait que il n'y a aucune influence des films. Là, on savait pas encore. Ian Fleming, là, l'écrivain, il savait pas encore là, qu'est-ce que le James Bond allait devenir. Fait que il n'y a pas d'influence là, à ce niveau-là. Puis en même temps, ben, c'est ça, 1960, ben, c'est pas la technologie de 1981. Là. Fait que, il y a toutes des choses, là, des contextes là, qui sont très différents.
Mais l'histoire là, de For Your Eyes Only, rien que pour vos yeux, la petite nouvelle, on a les Avalocs qui se font descendre, les parents là, de la fille là, qu'on va voir un peu plus tard dans l'histoire. Les Avalocs, eux autres, il y a juste quelqu'un qui veut avoir leur propriété. C'est pas exactement là, la même affaire. Là, dans le film, là, on va mettre là, le système attaque. Mais là, c'est juste qu'il y en a un, là, il s'appelle Hammerstein, que dans le fond, on n'a pas ça là, dans le film aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, lui, dans le fond, il est super riche, puis il veut ramasser là, leur propriété. Puis finalement, ils veulent pas. Alors, il est fait exécuter. Ils se font exécuter par un Gonzalez, que on a comme ce personnage-là qui revient là, dans le film aujourd'hui. Puis, où ce que James Bond intervient, c'est que les Avalocs, c'est des amis de M. Et M, il est comme attristé un peu de savoir là, que c'était des bons amis, puis que finalement ils se sont fait descendre. Fait que il va demander à James Bond une faveur. C'est pas dans les livres, dans le fond, là, c'est plus une faveur là, de faire assassiner là, ceux qui ont assassiné ses amis. Puis James Bond va accepter. Il va se ramasser au Vermont, il va passer par le Canada aussi, tout ça. C'est toujours le fun là, à chaque fois là, qu'il y a quelque chose qui se passe au Canada parce qu'il n'y a pas une histoire visuelle qui ne s'est pas encore passée au Canada, là, puis j'en ai parlé aussi là, il y a 2 semaines que j'ai parlé là, de L'espion qui m'aimait, là, où il y avait toute une histoire au Québec, là, puis c'était bien le fun, là, mais en tout cas, fait que James Bond se ramasse à trouver là, le repère là, de Gonzalez ou Hammerstein. Puis finalement, il va tomber sur la fille des Avalocs, Judy, pas Milena. Milena, c'est la version dans le film, mais c'est ça, elle s'appelle Judy. Peut-être plus avec les temps et tout ça, là, bien sûr. Il y a beaucoup de dialogues qui vont être pris dans le livre, puis qui va être rapporté au film, là, où je pense que c'est les Chinois qui disent que si maintenant tu veux avoir ou prendre vengeance sur quelqu'un, de creuser 2 tombes, tout ça, si James Bond va dire ça dans le film d'aujourd'hui, ça vient aussi directement là, du livre. Puis après ça, c'est ça, elle, pareil comme dans le film, elle va assassiner Hammerstein quand il va vouloir sauter là, dans la piscine avec elle. C'est pas une arbalète qu'elle a, mais c'est un arc et une flèche, là, puis évidemment, ça va être la même chose là, qu'on a dans le film. Mais Gonzalez va être réglé là, par la suite par James Bond. Fait que c'est pas mal un peu toute cette section d'histoire-là, puis qui va être la base du film aujourd'hui, où ce que le film aujourd'hui va comme élaborer là-dessus. Puis on a l'histoire Risico aussi, que c'est plus la partie Colombo. Dans le film aujourd'hui, peut-être que moi, pendant plusieurs années, je pensais que c'était un peu inspiré là, par le détective là, Colombo là, incarné là, par Peter Falk. Je pensais que c'était comme un peu un clin d'œil à ça. Mais non, ça n'a aucun rapport avec le détective, là, carrément. Colombo vient vraiment du livre là, ou l'histoire, là, la nouvelle là, Risico, que c'est pas mal toute la séquence qu'on a. C'est pas exactement là, dans le même contexte, mais James Bond est envoyé pour trouver là, dans le fond là, un cartel de drogue, tout ça, savoir exactement d'où ça part, tout ça, puis le dealer, c'est qui dans le fond. Puis, il y a un informateur de la CIA, Christatos, que lui, il va lui dire regarde, c'est lui, ils sont assis à un restaurant. Puis, il y a à l'autre table à côté, il y a Colombo et sa femme, ou c'est une prostituée, dans le fond, de luxe, qui est avec lui. Puis, c'est un peu la même séquence qu'on a dans le film. Puis, en bout de ligne, Christatos essaie de pointer le doigt à Colombo. Et finalement, Colombo, plus tard, il n'y a pas toute la séquence là, sur la plage de ça, là, mais il y a une séquence assez similaire, hein, quelque part, où James Bond va se battre contre des gars de Colombo, puis finalement, les gars de Colombo vont prendre le dessus sur Bond, puis finalement, ils vont l'amener sur son bateau, puis finalement, il va avoir une discussion avec Bond, puis il va dire, c'est parce que c'est pas moi qui est dans la drogue. Oui, je fais des affaires... de la contrebande, oui, mais je suis pas dans la drogue, tout ça. Puis la personne que tu cherches vraiment, c'est Christatos. Fait que en bout de ligne, il va se ramasser là, à un des entrepôts.
ou c'est plutôt un bateau dans la version du livre, puis finalement, ils vont. Christatos va être sur place, puis James Bond va tuer Christatos par la suite. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est juste une petite histoire. C'est, comme j'ai dit, c'est un recueil d'histoires. Puis même le recueil, dans sa globalité, n'est pas vraiment un gros livre. Là. C'est vraiment là, un petit livre. Là, mais tu sais, les deux histoires là, en version audio, là, je les avais déjà lues auparavant, là, il y a vraiment plusieurs années, il y a peut-être 15 ans à peu près de ça, je les avais lues là, dans le recueil, mais pas pour l'exercice là, du podcast aujourd'hui. Là, je les ai réécoutés en version audio juste pour me rafraîchir un peu. Puis, tu sais, c'est genre en 1 heure et demie, là, les deux histoires sont lues. Là. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose là, qui est très énorme. Mais, en tout cas, je vais parler là, plus là, de mes pensées là, vers la fin du podcast. Alors, le film ouvre bien sûr avec l'œil du pistolet, où on a James Bond qui tire à l'écran. Ça change pas. À part la musique, je veux dire, tout ce montage-là, je pense que c'est probablement ma meilleure. Tout l'œil du pistolet, là. En tout cas, à date, je pense que c'est mon meilleur dans la globalité, là, dans toutes les 12 ou les 13 qu'on a eu là, depuis le début. Je pense que tout le montage, à quelque part, c'est l'œil du pistolet là, qui va me craquer le plus là, pour le film. Mais encore une fois, tu sais, c'est-tu la nostalgie, tout ça? Je sais pas, là, mais en tout cas, je suis toujours là. J'aime toujours voir l'œil du pistolet. Mais celui-là, peut-être aussi c'est après la version de John Barry, le dernier coup, qui était comme un peu là, très, je veux pas dire ordinaire, mais c'était juste comme le plus standard qu'il y avait. Fait que c'est peut-être ça un peu là, qui fait comme c'est rafraîchissant là, de voir quelqu'un d'autre là, qui interprète là, le côté musical. Puis visuellement, là, ben, c'est toujours la même chose qu'on avait là, de la dernière fois, mais en tout cas, avec la musique, ça rajoute quand même quelque chose. Fait que, on ouvre directement sur James Bond qui va au cimetière là, pour laisser là, des fleurs à sa femme là, qui a été assassinée là, dans le film là, au service secret de Sa Majesté. Puis tu sais, c'est quand même un bon clin d'œil quelque part qu'on a cette scène-là. On a rarement des clins d'œil qui fait référence à Teresa Bond, mais faut pas oublier aussi que le réalisateur d'aujourd'hui, ben, c'était le premier film qui a travaillé dessus là, sur James Bond. Fait que tu sais, c'est comme peut-être un peu boucler la boucle là-dedans. En même temps, ben, tu sais, il va y avoir beaucoup d'affaires aujourd'hui là, qui va comme être inspiré beaucoup là, au service secret de Sa Majesté. Que si maintenant vous écoutez mon podcast sur ce film-là, ben, vous savez que l'action était vraiment numéro 1 dans ce film-là. C'était vraiment quelque chose là, qui est exceptionnel là, dans toute la série. Puis ça fera pas exception aujourd'hui. Là, mais tu sais, il y a beaucoup d'affaires qu'il va faire, qui va rappeler un peu beaucoup là, au service secret de Sa Majesté. Puis pour commencer, ben. James Bond va embarquer dans un hélicoptère. Il y a un prêtre qui va sortir puis qu'il va dire bon ben on vous demande là, pour retourner le plus rapidement là, à MI. En tout cas, à son ministre où il travaille. Puis c'était une mise en scène un peu là, de Blofeld, dans le fond, où techniquement, on peut pas dire Blofeld parce que là, ils ont comme perdu le droit là, d'utiliser le nom de Blofeld. Puis, tu sais, faut pas oublier, si on s'en remet en 1981, en 83, on va avoir le remake de Opération Tonnerre. Où ce qu'on avait le Kevin McClory là, qui avait encore les droits là, pour cette histoire-là, puis qui voulait refaire là, le film d'Opération Tonnerre pour avoir son James Bond en parallèle. Puis c'est ça, on avait tout ça en arrière de l'écran. Fait que moi, d'après moi, il y a comme une affaire où ce qu'on voulait se dire, bon ben tu sais, on va tuer Blofeld en début d'épisode aujourd'hui. Puis, tu sais, on le nommera pas, techniquement, c'est juste quelqu'un qui est là, puis, c'est même quand on regarde là, comme les sous-titres, tout ça, ils s'arrangent jamais là, pour dire Blofeld, ils vont juste dire l'homme, qu'est-ce qu'il dit, tout ça, tu sais, c'est pour montrer, tu sais, officiellement, c'est pas Blofeld, là. Fait que, ils peuvent s'enclairer avec ça.
Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'avait pas vu Blofeld depuis Les Diamants sont éternels. Puis, tu sais, c'est comme une suite directe, plus au service secret là, de Sa Majesté, où on avait vu Blofeld que, à la fin, quand justement il tuait là, Teresa, ben, il y avait un genre de choses là, dans le cou, là, dans le fond, là, parce qu'il y avait le cou cassé, tout ça. Fait que c'est comme une suite directe là, visuellement. Mais juste en fait d'écriture, je pense que c'est ça, qu'est-ce que je disais pour Kevin McClory, puis le remake là, de Thunderball. Ben, je pense qu'il voulait juste comme mêler un peu les gens pour leur dire bon, ben, Blofeld est mort, on l'a tué quelque part, puis quand on va voir l'autre film, ben, les gens vont arriver et vont dire ben, il n'y a pas de rapport à ce film-là, tu sais, Blofeld, on l'a tué là, il n'y a pas longtemps, tout ça. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça en arrière de l'idée. Mais en tout cas, je trouve ça quand même le fun aujourd'hui de revoir Blofeld. Je trouve juste ça plate que c'est un début de film. Puis il pouvait pas le faire comme méchant principal du film pour les raisons que j'ai dit, tout ça, puis les questions des droits, tout ça. Fait que, tu sais, si, mettons, on aurait eu à la fin du film, ça aurait été ça, ça n'aurait pas eu de sens parce qu'il aurait fallu que tout le long du film, ils n'utilisent pas le nom de Blofeld, tout ça. Fait que, tu sais, ils pouvaient pas. Là. Fait que, ils n'ont pas eu le choix là, de coller ça au début du film aujourd'hui. Mais toute cette séquence-là de l'hélicoptère où ce que James Bond doit partir là, de l'arrière puis faire le tour par en avant, tout ça. Puis, tu sais, on voit que, tu sais, bien sûr, c'est un cascadeur qui est alentour, tout ça. Mais, tu sais, pour les gens qui arrivent et qui disent, ouais, mais, tu sais, Tom Cruise dans Mission Impossible, là, on l'a vu, là, sur le bord d'un avion, tout ça. Oui, ça je sais, mais aujourd'hui on a de la technologie pour aider les acteurs à être là, puis tout ça, puis Tom Cruise, ben c'est une autre chose à part aussi. Fait que quand on s'en remet quand même là, en 1981, puis que là, ben c'est ça, on a un acteur quand même qui est sur le bord là, d'un hélicoptère, puis que on voit qu'il est vraiment là. Oui, il y a des harnais, tout ça, il est engagé pour faire ça, puis ça va, c'est un professionnel, tout ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui est sur le bord de l'hélicoptère, puis l'hélicoptère est quand même assez élevé dans les airs. Fait que, tu sais, quand on voit ça, ben, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est quand même une séquence quand même assez spectaculaire dans sa globalité. Puis, c'est ça, tu sais, toute la séquence, comment ça termine. C'est un petit peu nébuleux, un peu l'idée, dans le fond. Blofeld, lui, il a le contrôle de l'hélicoptère, puis il fait rentrer dans un édifice, puis puisque James Bond est coincé à l'intérieur, puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe exactement là? Tu sais, ça m'a pris plusieurs écoutes là, avant de comprendre exactement c'est quoi l'idée. C'est que finalement, puisque l'hélicoptère s'éloigne des contrôles, ben, il commence à manquer le contrôle. Ben, il n'y a plus le contrôle de l'hélicoptère, puis finalement, ben, l'hélicoptère va éventuellement perdre le contrôle, puis tout va écraser, tout ça, puis James Bond va mourir. C'est un petit peu niaiseux comme idée, dans le fond, là, puis, mais ça change pas à quelque part que je trouve que c'est quand même une bonne séquence. Puis c'est sûr que, tu sais, la manière se termine où ce que James Bond il réussit à reprendre le contrôle de l'hélicoptère, puis il réussit à ramasser Blofeld, puis le tirer là, en bas là, de la cheminée, tout ça. Tu sais, ça termine bien, tout ça. Je trouve que tout le montage, puis avec la musique de Bill Conti, tout ça, tu sais, je trouve que c'est toute une belle séquence là, d'ouverture. C'est pas du même niveau que ce qu'on a eu dans Moonraker, ça, il faut s'entendre. Puis c'est pas aussi là, même l'autre avant, l'espion qui m'aimait. Tu sais, c'est pas au même niveau, mais je trouve que pour commencer le film d'aujourd'hui, c'est une très bonne séquence. À quelque part, je pense juste le fait de ramener Blofeld, puis comme terminer cette histoire-là. Oui, comme j'ai dit, c'est juste plate que c'est le début du film, mais c'est mieux que qu'est-ce qu'on a eu là, dans Les Diamants sont éternels, ça c'est certain, mais qu'est-ce qu'on a au début? Ben, je trouve que c'est vraiment une très belle manière là, de partir le film. Alors, on se ramasse au générique d'ouverture. Ce qu'on va remarquer, c'est que c'est la première fois qu'on a la chanteuse du film ou de la tonne thème qui apparaît dans le générique. Je pense que même ils en ont fait un genre de clip musical là, par la suite. Ils ont fait la promotion avec ce qu'on a là. Le montage est toujours fait là, par Maurice Bender qui a fait là, la plupart là, de tous les autres films. Puis, tu sais, j'ai rien à dire là, dans le fond, là, dans tout ce montage-là. C'est un bon montage comme la plupart là, qu'on a eu. Mais c'est ça, pour la chanson là, de For Your Eyes Only,
C'est une chanson que j'ai déjà aimé pas mal plus qu'avant. J'ai toujours trouvé que c'est quand même une belle chanson, mais le problème de la chanson, c'est Sheena Easton. Quelque part, il y a des endroits là, dans la chanson qu'on voit clairement qu'elle fausse. Il y a des lignes là, qui sont mal interprétées, quelque chose de même. Peut-être qu'elle aurait dû chanter plus grave ou quelque chose de même, ou peut-être qu'il y a des mots qui auraient dû être changés. Il y a quelque chose qui marche pas là, à certains endroits dans cette chanson-là. Mais à quelque part, c'est une chanson qui est correcte. Honnêtement, là, si maintenant je fais un palmarès de toutes mes chansons préférées en ordre, ben elle va peut-être tomber là, dans le milieu. Je veux dire, elle me dérange pas trop, mais peut-être plus là, vers c'est comme elle descend à chaque fois. Là. On dirait qu'à chaque fois que je l'écoute, je l'aime un petit peu moins, là, justement, là, pour les petits endroits là, où elle a de l'air est plus en train de se plaindre, puis c'est pas ça exactement la chanson, tout ça. Fait que c'est une chanson là, qui est correcte, mais en tout cas, ça va être bien curieux là, vous allez vraiment être plus fessé là, de ce que je vais vous dire là, dans les prochains podcasts, je pense, là, sur les chansons, hein, quelque part. Alors, après le générique, c'est ça. On a le film qui commence vraiment. Là, c'est, tout ce qui était le pré-générique, c'était carrément autre chose. Là, c'est l'histoire du film commence où on a le bateau, là, le Saint-Georges, que lui, on va voir que c'est un bateau pêcheur, mais que dans le fond, c'est juste comme une façade là, pour en dessous dans le bateau, c'est c'est la marine là, anglaise, tout ça. Fait que puis eux autres, c'est ça, il y a le système attaque là-dedans, puis on le voit bien, puis finalement, là, c'est pas tout à fait clair. Le bateau pêcheur va ramasser une mine dans ses filets, mais est-ce que c'est volontaire par quelqu'un? Le film ne va pas nous l'indiquer officiellement. C'est peut-être juste une mine qui a été laissée là comme par hasard pendant une des guerres, quelque chose de même. Je sais pas, c'est pas très clair exactement qui s'est arrangé là, pour attaquer là, ou faire couler le Saint-Georges. Mais ce qu'on sait, c'est que les Russes sont tout de suite prêts là, à aller trouver là, le système attaque pour pouvoir, dans le fond, pouvoir peut-être avoir un peu le dessus là, sur les Anglais. On revoit encore le général Gogol qu'on a vu là, dans plusieurs des derniers films. Tout ça, c'est encore toujours le fun là, de voir un peu la même équipe là, revenir. Une fois que le Saint-Georges est coulé, on a les Avalocs qu'on va apprendre plus tard que eux autres, ils avaient déjà comme un peu investigué, là, savoir où est-ce que le Saint-Georges avait coulé, tout ça. Puis c'est ça qui va comme démarrer l'histoire à Milena aussi de son côté. Elle va voir ses parents là, à bord de leur bateau. Puis finalement, c'est là où on va avoir l'assassinat des parents avec Gonzalez qui repasse avec son avion, tout ça. C'est un petit peu dramatique, un peu comme affaire rendu là. Ce que je vais me poser un petit peu plus tard dans le film, c'est pourquoi que dans le fond ils n'ont pas débarqué au bateau tant qu'elle est tuée, tout ça, pourquoi qu'il n'y a pas une seconde équipe qui n'est pas passée sur le bateau pour regarder là, les notes des Avalocs rendus là. Parce que Milena, elle va rester là, mais pourquoi qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui embarque sur le bateau pour finir la job rendu là? Ça, c'est quelque chose là, qu'on pourrait se poser. Mais à quelque part, on va tout changer là, l'histoire de bord pour pas qu'on ait à se poser cette question-là. Parce que si on y pense juste par logique, à quelque part, si mettons Christatos, mettons, lui, il voulait aller chercher là, le système attaque, il aurait pu juste aller carrément là, c'est lui qui a envoyé ça au départ là, puis il aurait trouvé là, tout de suite le système attaque, ça serait réglé là, il aurait pris le Neptune s'il n'était pas capable de se rendre. Le Neptune, c'est le petit sous-marin là, des Avalocs, puis ça serait comme réglé tout le temps que le film se déroule dans le fond, toute l'aventure de James Bond qui se passera en même temps, Christatos aurait déjà l'attaque dans ses mains là, mais il faut pas penser à ça. Il faut juste comprendre que les parents de Milena ont été assassinés, puis elle va partir sur sa quête de vengeance. Fait qu'on retrouve Bond qui arrive, qui retourne à son bureau. Puis, on va faire la petite mention que M est juste sorti.
qui est en vacances. Puis, c'est dans le fond, c'est juste comme un peu un clin d'œil là, pour dire que pour pas remplacer M, qui était joué là, par Bernard Lee, que lui, dans le fond, il était décédé là, depuis le film là, de Moonraker. Puis là, ben, ça va être le personnage de Tanner qu'il va le remplacer, qui va remplacer M pour le film d'aujourd'hui. Le personnage de Tanner, ben, on le voit un peu. C'est comme un personnage, genre de rang F, qu'on s'en rend pas compte, mais qu'il est genre tout le temps là, à quelque part. Il y a toujours une mention, où, il y a tout le temps un peu son nom qui est laissé un peu partout. On va le voir un petit peu plus à l'avant-plan, là, à partir, je pense, là, des films là, de Pierce Brosnan. On va s'en rendre compte un petit peu plus, mais je veux dire, il a toujours été là. C'est juste pour en faire la mention. Alors, Bond va recevoir les instructions. Là, il va parler, là, dans le fond, de l'assassinat des Avaloc, tout ça, puis dans le fond, ils ont identifié là, l'assassin, Gonzalez, puis que lui, il a été vu à Madrid, puis dans le fond, on va envoyer Bond à Madrid. C'est encore un film où, dans le fond, c'est un détail amène à l'autre scène après, puis un détail dans cette scène-là va amener à l'autre scène après, puis il faut vraiment être attentif là, pour comprendre là, l'histoire. Alors, on va voir Bond se promener là, dans sa Lotus qu'on avait vu là, dans L'espion qui m'aimait. Elle est un petit peu modifié, dans le fond. Là, on voit qu'il y a comme des collants turbo dessus, tout ça, ce qu'il n'y avait pas là, dans L'espion qui m'aimait. Mais en tout cas, on a à voir là, la Lotus. C'est comme la version de l'Aston Martin, mais pour Roger Moore. Je pense que Roger Moore ne sera jamais là, dans une Aston Martin. Mais en tout cas, c'est juste une petite note de même. Fait que il va trouver Gonzalez, puis c'est là aussi qu'on va voir l'introduction là, de Locke. On voit que Locke est venu porter là, une valise d'argent. Puis, même James Bond, plus tard, il va supposer que si, mettons, ben, il a reçu une valise d'argent, c'était probablement pour l'assassinat des Avaloc. Mais c'est ça, fait que juste une petite mention, on a une musique qui joue de fond en arrière. Si maintenant vous écoutez la trame sonore, cette tune-là est disponible dessus. Là. Ben, c'est vraiment, il faut écouter les paroles de cette chanson-là. Là. C'est vraiment plus que subjectif. Là. C'est vraiment là, je veux dire, c'est tordant dans le fond les paroles. Là. C'est très sexuel, là, mettons. Mais c'est ça, il faut réussir à se mettre la main sur la trame sonore. Ben, ça doit se trouver sur YouTube. Parce que ça se trouve pas sur Spotify ou dans le fond les distributeurs qu'on a en streaming là, mais il doit y avoir quand même une version sur YouTube là. YouTube a généralement là, plus de catalogue mais ce qui m'amène aussi à la trame sonore de Bill Conti, parce que là on va avoir comme toute une poursuite de voitures, puis qui va être en 2 étapes là, mais ça va durer quand même pas loin de 10 minutes là, toute la séquence au complet, qui va commencer à la piscine où ce que James Bond va se sauver là, avec un parasol de ça. J'ai toujours voulu faire une passe de même là, dans toute ma vie, quelque part, juste voir si ça fonctionne. J'ai jamais eu le culot de le faire, mais ça doit quand même fonctionner là, juste pour une certaine hauteur peut-être là. Mais c'est ça, James Bond va croiser Milena, que elle, comme j'ai dit, ben, dans le fond, ça c'est tiré carrément du livre où ce qu'elle va faire sa vengeance là, sur Gonzalez pendant que lui saute à la piscine, tout ça. Puis c'est ça, tu sais, on va voir tout au travers de ça là, la poursuite d'auto, que je trouve qu'il y a quand même une bonne petite poursuite d'auto dans le fond, là, juste pour qu'est-ce qu'elle est là, mais tu sais, avec la petite voiture jaune qu'ils ont là, une Citroën, que ça a l'air comme une petite voiture là, qui est capable d'encaisser comme tout. Je suis certain qu'à quelque part, elle arrête pas de virer à l'envers, puis James Bond et Milena, ils n'ont aucun problème, ils sont pas blessés du tout, puis la voiture est juste de plus en plus bossée. Mais tu sais, c'est quand même assez rigolo, mais la séquence est le fun à écouter. Puis ce qui rajoute là-dessus, ben, c'est ça, c'est la musique de Bill Conti. Tu sais, c'est quelque chose là, qu'on n'a jamais vraiment entendu là, dans toute la série. Bill Conti, le compositeur de la série Rocky, c'est lui qui remplace John Barry pour aujourd'hui. John Barry avait des problèmes de taxes, puis il pouvait pas être en Angleterre pour composer la musique du film. Fait que on lui a suggéré Bill Conti.
Puis c'est lui aussi qui a composé qui a co-composé la chanson thème de For Your Eyes Only. Que lui, au départ, il aurait aimé ça avoir Barbara Streisand ou Donna Summer pour la chanson thème, là, mais finalement, on y a apporté là, Shane Easton. Ça l'avait un petit peu dérangé, mais quelque part, il a fallu qu'il s'y fasse, puis finalement, on a eu ce qu'on a eu. Mais c'est ça, dans toutes les grosses séquences d'action qu'on a aujourd'hui, puis même dans les séquences mollo, je trouve que ça va être une trame sonore là, que j'aime beaucoup. Puis, en 2002-2003, quand ils ont fait là, les ressorties là, de toutes les trames sonores de James Bond, ça a été une des premières trames sonores que j'ai sauté dessus. Honnêtement, c'est une trame sonore qui roule souvent dans mes affaires. Je trouve que est vraiment comme tout, à part dans toutes sortes de directions. J'enlève rien à John Barry, mais il n'y a pas grand chose qui se répète aujourd'hui. C'est comme tout le temps des nouveaux thèmes à chaque scène d'action. C'est sûr que c'est comme en guillemets quétaine un peu parce que c'est du disco, ça commence à être un peu 80 aussi, tout ça. Mais moi j'aime beaucoup ça. Fait que moi ça va avec mon style là, quelque part. La trame sonore d'aujourd'hui, là, je trouve qu'elle est vraiment élaborée tout ça. Puis en tout cas, je l'aime fortement. Puis c'est quelque chose qui aide beaucoup au film, là, à toute l'atmosphère puis le ton. Alors, à la suite de ça, puisque Gonzalez est mort, la piste à suivre, c'est que Bond a vu la face à Locke, que dans le fond, on va essayer d'identifier, essayer de comprendre c'est qui cette personne-là, puis finalement, on sait que c'est un assassin. On sait ça, dans le fond, par une scène où on va avoir la scène où on va avoir Desmond Llewellyn qui va revenir en Q. Puis, on va avoir toute une scène où qui va montrer les gadgets, tout ça. Puis, on va voir la Lotus qui a été reconstruite, mais dans le fond, elle a comme été repeinturée aussi, là, en arrière. On voit qui est comme genre cuivré, orange, foncé, métallique. Je sais pas trop exactement quelle couleur qu'elle est, là, mais. Puis tu sais, je trouve ça le fun qu'on l'a changé un peu de couleur. De toute façon, on a vu la Lotus qui a explosé un peu plus tôt. Puis moi, j'aimerais ça avoir ça là, comme système anti-vol sur ma voiture. Là, je veux dire, quelqu'un qui frappe dessus puis finalement elle explose. Là, mais en tout cas, ça c'est chose à part. Mais finalement, ça va amener à ce que Bond et Q sont en train là, de voir faire un portrait robot du personnage de Locke. Puis, tu sais, il faut pas oublier qu'on est en 1981, on est au début des ordinateurs, mais tu sais, c'est correct, là. Mais tu sais, c'est comme, c'est étrange, parce que pour moi, James Bond arrive soit à la fin du chiffre, parce que ça fait genre 1 minute qu'ils sont là en train là, de faire le visage de Locke. Puis finalement, tout le monde a arrêté de travailler, puis il y a une des personnes qui travaillent au laboratoire qui va rentrer, puis on voit en arrière que tout est fermé, puis dans le fond, ils sont en train de fermer la boutique, puis c'est comme, il vient juste de rentrer, puis tout est allumé, tout le monde travaillait, tout ça, fait que il est arrivé à quelque chose là, comme à 4h55, puis à 5h, on ferme tout. Mais c'est ça. En tout cas, c'est quand même rigolo un peu là, cette scène-là. Puis je pense que quelque part, il voulait ramener quand même le Q pour une scène. Parce que c'est pas un film qui va avoir vraiment des gadgets. Là. On essaye là, de mettre James Bond à son cru. Puis on va utiliser James Bond comme investigateur aujourd'hui, puis pas vraiment là, comme personne là, qui est en arrière de ses gadgets. Fait qu'on essaie quand même de ramener là, les choses là, que les gens aiment voir dans le film. Qui est Q, qui est une des affaires là-dedans, mais quelque part, on peut pas vraiment s'en servir parce qu'on veut essayer là, de mettre l'emphase sur James Bond. Il y a juste dans cette scène-là aussi, juste un petit clin d'œil qu'on fait à Nobody Does It Better quand il rentre dans l'endroit là, où est-ce que le identigraph, là, la chose, l'ordinateur pour identifier Locke, où est-ce que sur le clavier, on fait la chanson Nobody Does It Better, qui était la tune thème là, de L'espion qui m'aimait. C'est juste un petit clin d'œil assez rigolo. Fait qu'on va se ramasser en Cortina, c'est en Italie. Où est-ce que on a un informateur qui va amener un autre informateur où est-ce qu'on aurait peut-être une piste où trouver Locke.
on va voir l'informateur Luigi Ferrara, que lui va nous amener à un autre informateur, Christatos. Que là aussi, on va voir l'introduction là, du personnage de Bibi, puis dans le fond, qu'il y a comme pas rapport tout à fait avec l'histoire globale, toute l'histoire de Bibi qu'on a ici, là, où on a des préparatifs là, pour les Jeux Olympiques, puis elle, c'est une patineuse, tout ça, ça n'a comme aucun rapport avec l'histoire. Je vois pas le lien. Peut-être là, c'est juste pour peut-être là, voir Laura Lynn Johnson. Puis c'est ça, en tout cas, pour l'avoir elle, hein, quelque part, mais en tout cas. Toute la relation avec Bibi et James Bond, je trouve ça quand même assez intéressant de l'autre côté. Parce qu'il manque quand même il y a une bonne différence d'âge entre les deux. Puis James Bond, à quelque part, il va la prendre vraiment plus pour un enfant. Je pense que la fille avait genre 23 ans quand même, là, mais elle paraît beaucoup plus jeune que ça. Puis je pense juste pour montrer quand même que James Bond, il y a quand même là, des standards, puis il est pas. Il y a un côté qui veut souvent coucher avec des femmes, mais à quelque part, là, il y a quand même une limite. Là. Puis, je trouve ça quand même assez drôle. Là. Même plus tard, où elle va vraiment clairement dire gars, viens me rejoindre au lit, puis elle va être tout nue là, dans le lit, puis James Bond va dire habille-toi, puis je vais aller t'acheter une crème glacée. Là. Je trouve que c'est quand même un peu le fun de voir ce côté-là de James Bond. Alors, comme par pur hasard, James Bond va retomber sur Milena, qui est au village de Cortina, puis finalement, il va y avoir un attentat sur elle où on va avoir là, des motocyclistes là, qui vont essayer là, de la tuer là, carrément au milieu du village. Là, James Bond va être là pour la sauver. Puis c'est ça, il va y expliquer dans le fond là, qu'il n'y a pas juste sa vengeance, tout ça. Il y a comme une scène un peu là, avec les deux où ils vont embarquer là, dans un chariot, puis qu'ils vont tirer par des chevaux, tout ça. Là, je vais parler un peu aussi là, de Carole Bouquet en Milena. Elle, honnêtement, c'est une belle fille. Là, ça, j'enlève pas ça. Mais honnêtement, je pense que, puis c'est sûr qu'elle est sur une quête de vengeance, tout ça, mais à quelque part, j'embarque pas très beaucoup là, avec ce personnage-là. Je pense que, elle a comme un visage de pierre à quelque part, puis. Je sais pas, honnêtement, là, dans tout le film, là, elle est pas capable de rire ou elle est pas capable là, de se sentir à l'aise. Elle a l'air est comme coincée. Je comprends qu'elle est sur une quête de vengeance, mais il y a toujours une manière d'apporter des choses pour essayer là, d'avoir un peu un charisme. Puis honnêtement, c'est pas ce qu'elle dégage comme actrice. En tout cas, pas dans ce rôle-là. Il y a, dans la séquence là, où ils sont poursuivis en voiture, là, qui était comme pas sa séquence d'introduction, là, mais où est-ce qu'elle a rencontré James Bond. Puis il y a quelque part là-dedans où ce que on voit qu'elle rit, mais c'est parce qu'ils sont comme en train là, de débouler tout ça, puis elle trouve ça drôle tout ça, puis il me semble que c'est, je pense, une des seules fois où on la voit sourire un peu, puis je pense qu'elle avait besoin de peut-être un peu de ça dans le personnage. Mais l'autre côté, si mettons elle se mettrait à sourire puis avoir un peu trop de fun, est-ce qu'on arriverait puis dire elle est trop elle passe au travers là, de la mort de ses parents trop facilement, mais je sais pas, à quelque part là, c'est sûr que c'est un drame là, qu'elle vit dans sa première scène. Elle est heureuse quand elle arrive, tout ça. Au début, quand elle voit ses parents, puis là, c'est tout dans le fond. Après ça, elle est comme dans sa quête de vengeance, mais elle pourrait un peu se détendre quand elle est avec James Bond à certains endroits, puis c'est pas ça qu'on a à quelque part. Je pense que ça serait le fun là, qu'on voit un autre façade à elle, puis pas juste là, son visage de pierre tout le long. Puis c'est juste ça que je trouve plate. Comme James Bond Girl principal dans tout le film, c'est ça. Je trouve juste que c'est un petit peu dommage là, qu'on se sert vraiment de juste son apparence, mais quelque part, le côté est pas là. Alors, Bond va faire du ski avec Bibi, puis c'est là qu'on a l'introduction du personnage de Eric Kriegler. Lui, dans le fond, c'est comme un remplaçant quasiment là, à Red Grant qu'on avait vu là, dans genre Bon Baiser de Russie. Là. Il travaille pour le KGB. Puis, c'est peut-être juste parce que c'est un blond, puis il est bâti, puis qu'il est solide. C'est peut-être pour ça que je dis ça, mais à quelque part, c'est ça. Il est là. C'est peut-être là, le henchman principal du film.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il est envoyé par Gogol. On va savoir un peu plus tard dans le film, là, mais à la longue, on va comprendre qui sont tous les personnages. Parce qu'il y a beaucoup de personnages là, dans tout ce film-là. Il y a Luigi Ferrara qu'on a vu un peu plus tôt, qui est l'informateur à Bond en Italie. On a Bond puis Milena, OK? Le plus tard, on va avoir Colombo. Il y a eu Christatos. Il y a eu Locke. Puis là, il y a ces personnages-là, les têtes, mais sous eux autres, ben il y a d'autres personnages qu'on va voir aussi. Il y en a sans nom, mais il y en a qu'on va même placer des noms, tout ça. Fait que un peu là, de tout, séparer ça un peu, là, c'est un petit peu mêlant. Fait que Eric Kegler, c'est une des personnes là-dedans que lui, même si on va le voir avec Christatos, ne travaille pas pour Christatos, il travaille pour Gogol. Mais rendu là, c'est pourquoi que lui, il va essayer d'assassiner James Bond. S'il ne travaille pas directement pour Christatos. Ça fait un peu mêlant rendu là, parce que dans le fond, un travaille pour l'autre, mais ça n'a aucun rapport avec James Bond. Mais c'est peut-être aussi pour avoir le système attaque quelque part, tout ça. Puis en tout cas, c'est tout nébuleux quelque part. On veut avoir une séquence d'action, puis c'est comme ça qu'on va l'apporter dans le fond. Où est-ce que, finalement, on voit que Rick Leger, il est bon au tir à la carabine, puis, dans le fond aussi, il fait du ski, puis ça va être ça un peu là, qui va le démarquer des autres. Fait qu'on va avoir une poursuite en ski, où est-ce que James Bond va se sauver en ski, puis là, on va avoir des motos qui vont courir après, puis, en tout cas, c'est toute une scène assez élaborée. Puis même, on va avoir un genre de saut en hauteur là, en ski, tout ça, c'est ce qui va comme démarrer là, la grosse poursuite. Mis à part la fois où Eric va essayer là, de tirer James Bond en carabine, là, mais on va avoir tout ça. On va avoir aussi un autre acteur là, qu'on connaît aujourd'hui là, dans tous les petits personnages. On va avoir Charles Dance qui est comme le second à Locke que on va voir là, pas mal là, dans cette séquence-là où ils sont en train de monter là, où l'endroit où est le plongeon pour le ski. Là. Puis c'est ça, parce que c'est le fun de voir Charles Dance là, dans ses débuts, dans le fond. Là, je sais pas si c'était son premier film, mais c'était dans ses premiers films. Ce que je vais quand même me demander, c'est que dans le fond, le personnage de Charles Dance, lui, il va attendre James Bond à mi-chemin de la glissade, puis quand James Bond va glisser, dans le fond, pour se sauver de Locke. Eux autres, ils ont comme. Il y a Kriegler qui s'est installé dans une voiture pour pouvoir tirer James Bond dans la glissade. Mais Charles Dance, de l'autre côté, lui, va comme créer comme diversion. Puis Kriegler, il saura pas qui tirer. Fait que, tu sais, c'est comme ils ont les deux travaillé. Tu sais, ils ont pas travaillé pour eux autres même. Là, mettons, ils voulaient l'assassiner pendant qu'il est en train de descendre la glissade, tu l'envoies tout seul puis tu l'assassines. T'envoies pas quelqu'un d'autre pour essayer là, de flouer puis que Kriegler sait pas. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, point de vue film, c'est parce qu'il aurait tué James Bond, ça aurait fini là. Mais y avoir donné une genre de quelque chose pour le protéger puis qu'il aille finalement la balle, ça aurait fait un pare-balle ou quelque chose de même, là, il aurait pu faire ça aussi. Là. Mais cette séquence-là sur ski, je pense que c'est probablement la meilleure séquence dans tout le film, dans les séquences d'action. C'est quelque chose qui dure à peu près une dizaine de minutes, mais elle vaut vraiment, il est toujours intéressante. C'est sûr qu'il y a toujours la musique de Bill Conti en arrière. Bond, il descend en ski. Puis, tout le long, il y a les motos qui poursuit, où il y a quelque part, il met son bâton de ski, il va trébucher un des motos. Puis, en tout cas, tout ça, Bond va se ramasser là, dans une glissade là, à traîneau, tout ça. Puis, tu le vois visuellement que ils vont très vite là, en ski. Puis, la moto qui suit en arrière, s'il y en a un qui trébuche, là, il pourrait avoir vraiment un accident, là, puis ça pourrait être grave. Là, tu vois que les gens, c'est des professionnels. Mais cette séquence-là là, est vraiment grandiose. Là, je veux dire, c'est vraiment spectaculaire à regarder. Puis ça finit que James Bond finalement réussit à se sauver, là, mais c'est une très bonne séquence d'action. Par contre, ce qui suit, c'est James Bond qui rencontre, qui est avec Ferrara. Puis il s'en va comme à l'arena juste pour. Dans le fond, il veut savoir un petit peu plus sur Kriegler. Puis finalement, il n'y a pas plus d'informations, mais dans le fond, c'est juste pour avoir une autre mini-séquence d'action où ce que James Bond va être attaqué là, par des joueurs de hockey. Puis James Bond va prendre une Zamboni. Puis, comme
comme si le goal va. Il va envoyer les joueurs dans le goal. Ça va être drôle un peu qu'il va avoir des buts, mais à force d'envoyer là, des joueurs dans le but, le but va comme tomber en morceaux. Mais en tout cas, c'est un petit peu nono. Là, c'est comme une séquence que j'aurais cru, honnêtement. Mais tu sais, à quelque part, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est juste montrer que Ferrara s'est fait tuer pendant ce temps-là, il s'est fait couper la gorge. Puis on lui a laissé juste le logo. En petite punaise là, de Colombo, dans le fond, pour qu'on se dise c'est Colombo qui a tué Ferrara. C'est ça qu'on veut apporter, là, mais ça sera pas le cas. Là, mais on veut comme un peu placer là, les cartes pour ça. Fait que ça va nous amener où ce que James Bond va descendre en Grèce, puis là, on lâche le froid, puis là, on se ramasse plus là, dans un pays exotique où ce que là, il fait un peu plus chaud. Puis là, c'est ça. La suite, dans le fond, c'est où ce qu'on avait Ferrara, puis le logo là, de l'oiseau dessus. Là. Puis qu'on avait vu aussi que c'était comme un logo que Locke avait sur son manteau. Fait que c'est comme un peu interrelié. Ça va nous amener à encore un souper avec Christatos. Ou ce que tu sais, il y a aussi avant ça, il y a une scène de casino qui n'a comme pas vraiment rapport, dans le fond, c'est juste pour voir Bond au casino, là, mais ça donne pas grand chose. Puis c'est ça, tu sais, fait que Christatos et Bond vont avoir un repas ensemble, puis Christatos va y parler de Colombo, puis c'est là qu'on va avoir l'introduction de Colombo. Comme j'ai dit, ça vient pas mal, là, toute cette séquence-là est fortement inspirée de l'histoire Resico que Ian Fleming a écrit. Puis c'est pas mal un peu le même déroulement là, dans les grosses lignes, là, bien sûr. Colombo va se rendre compte là, que dans le fond que Christatos est en train de monter James Bond contre lui. Même chose que dans la petite nouvelle. Puis dans le fond Colombo va s'arranger pour que la comtesse Liesel qui est avec lui, elle se ramasse avec James Bond pour avoir de l'information sur lui. Fait que Bond va partir avec la comtesse là, une fois qu'ils vont se chicaner, tout ça. C'était une mise en scène dans le fond, puis James Bond, il sait très bien, là, c'est clair, c'est vraiment clair. Puis il y a même Christatos puis Bond qui disent c'est-tu un piège ou c'est dû à un heureux hasard, là, mais quelque part Bond va dire je vais le faire de toute façon, puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Fait que Bond, bien sûr, étant Bond, va se ramasser avec la comtesse chez elle, puis bien sûr, ils vont passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, ils vont se promener sur la plage ensemble. Puis Locke va arriver avec Charles Dance pour assassiner les deux. Là-dedans, il va y avoir juste la comtesse qui va se faire assassiner finalement. Chose qui est quand même juste une petite anecdote de même. La comtesse, l'actrice, elle, dans sa vie personnelle, était mariée à nul autre que Pierce Brosnan à l'époque. Fait que c'est pas mal comme ces séquences-là dans le film qui va avoir apporté Pierce Brosnan, qui va devenir notre James Bond là, dans quelques podcasts. James Bond s'est ramassé, Pierce Brosnan s'est ramassé là, sur le plateau de tournage, puis c'est là où il a rencontré les brocolis, puis tout ça, qui va amener là, à ce que Brosnan va jouer James Bond 3 films plus tard, mais qui ne sera pas 3 films plus tard, mais en tout cas c'était lui qui était supposé là, de jouer là, dans le Tuer n'est pas joué. Finalement, c'est ça, on sait maintenant que c'est Timothy Dalton là, qui va avoir pris le rôle, mais en tout cas ça on va en parler là, quand on va parler là, de Tuer n'est pas joué. Mais ça reste quand même une anecdote quand même assez intéressante quand on sait ça. Fait que une fois que Locke et Charles Dance va avoir tué la comtesse, il va avoir réussi à pogner James Bond, puis il va être sur le point de le tuer, puis finalement Charles Dance va se faire tuer par les hommes de Colombo. Puis là, c'est là qu'on est supposé se poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que on voit aussi qu'ils ont le logo de Locke sur eux autres. Fait que c'est vraiment là, c'est là où on peut essayer là, essayer de comprendre l'histoire. Mais ce film-là essaie de nous envoyer tellement là, dans toutes les directions. Puis c'est tout le temps un petit peu des détails qui fait qu'on est mené à l'autre scène après. Puis c'est ça, c'est pas juste le film d'aujourd'hui. Là, dans Moonraker, j'en ai parlé. Dans L'espion qui m'aimait, j'en ai parlé. Puis ça fait plusieurs films que c'est le même. C'est tout le temps juste un détail qui fait qu'on amène à l'autre scène après.
Puis, tu sais, si tu manques le détail, ben, t'es foutu, tu comprends pas exactement. Puis, ce qui est le fun, quand même, toujours là, dans le film d'aujourd'hui, ou la plupart des James Bond, ben, t'as pas trop de temps d'essayer de comprendre quelque part. Tu es quand même toujours capable de suivre l'idée narrative. Qu'on dit, bon, ben, c'est lui le méchant, ou là, c'est pas lui le méchant, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, on essaie de clarifier ça pas mal, là, avec toute la scène, avec James Bond qui se réveille à bord du bateau à Colombo. Puis Colombo, ben, il explique tout simplement, il dit, ben, tu sais, Christatos qui te disait que c'était moi le contrebandier de drogue, ben, tu sais, dans le fond, c'est carrément, il parlait de lui-même. C'était pas de Colombo, dans le fond. Tu sais, Colombo va admettre là, que lui, il va faire du trafic de cigarettes puis plusieurs affaires, mais c'est pas un. Il fait pas affaire là, dans les drogues, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme un peu, là. Le gars, il est pas blanc comme neige, tout ça, mais il est pas nécessairement le grand machin. C'est ça qu'on veut en venir avec ça. Ce qui va, dans le fond, placer là, une mise en scène pour mettre en place plutôt la séquence là, où ce que Colombo va vouloir mettre comme prouver à James Bond que le méchant c'est Christatos. Mais tu sais, on verra pas Christatos là, dans cette séquence-là. Tu sais, il va dire, bon, ben, je vais t'amener un hangar à Christatos, mais finalement, ça pourrait être un hangar à quelqu'un d'autre, là, rendu là, mais on va voir que Locke est là, peut-être faire le lien un peu, c'est des paroles contre un autre quasiment. Là, cette séquence-là où ils sont comme genre sur un port, puis c'est un hangar, là, c'est un entrepôt où il y a de la drogue qui est gardée là, tout ça. C'est quand même assez standard comparé à ce qu'on a eu là, plus tôt. Je pense que dans le fond, comme j'ai dit, la séquence de ski est probablement la meilleure séquence qu'on a eue dans tout le film, la séquence d'action. Fait que, tu sais, essayer de suivre ça, ben, tu sais, c'est un peu difficile. Mais c'est ça, tu sais, on a une fusillade là, dans l'entrepôt, puis tout ça tire un peu partout. Puis, tu sais, j'ai écouté le film avec mon garçon, puis c'est quand même assez drôle, parce que c'est lui, il m'a comme fait embarquer, il m'a dit, les sons des balles qui rebondissent tout le temps, c'est toujours. C'est comme ça fait tout le temps ça, tu sais. Fait que, en tout cas, on peut rire aussi là, de la manière que j'interprète ça. Je suis pas je suis pas nécessairement le bon pour imiter les sons, mais c'est ça pareil. On entend tout le temps les balles ricocher, puis c'est tout le temps la même affaire qui revient tout le temps en boucle. Puis c'est ça, ben, fait que finalement, ben, c'est là qu'on a la fin là, du personnage de Locke, qui est quand même une très bonne scène par contre, où il y a Bond qui monte les escaliers. On aurait pu peut-être se dire, ben, c'est Bill Conti qui fait la musique, puis on aurait pu mettre la musique de Rocky là-dedans, où il monte les escaliers, ça aurait été trop, on s'entend là, mais c'est juste drôle là, si on voit le parallèle. Mais une fois qu'il arrive en haut, ce que Bond il s'écarte puis il vise Locke dans la voiture, puis Locke se fait blesser à l'épaule, puis dans le fond il déraille, puis il se ramasse sur le bord de la falaise. Puis tu sais, on a trouvé un compromis quelque part. Roger Moore, lui, il voulait pas faire vraiment la séquence pour dire qu'il va pousser carrément juste ou donner un coup de pied sur la voiture pour qu'elle tombe. C'est là où on s'est dit, bon, on va faire un compromis, comme que la punaise que Locke avait laissée sur Ferrara, ben que, tu sais, c'est fait un peu comme débalancer la voiture, puis que finalement la voiture va tomber en bas. Mais tu sais, ils font comme un peu le compromis entre les deux, où que la voiture elle commence à débarquer, puis finalement, ben, que Bond donne le coup de pied sur la voiture, puis que finalement elle part en bas. Mais tu sais, je trouve que c'est vraiment une séquence là, qui est vraiment solide. Encore une fois, tu sais, il y a des séquences tout le temps avec Roger Moore dans pas mal tous les films là, qu'ils font que Roger Moore est vraiment badass. Puis c'est dommage que souvent c'est pas ces scènes là qu'on se rappelle. Alors là, le film fait comme un genre de virage, carrément. Tu sais, c'est ça qu'on a un peu aussi là, dans les derniers films. C'est comme on a une partie du film, puis tout d'un coup, tu sais, on a la partie A.
Puis après ça, on a comme la partie B. Puis avec la finale là, dans la partie B, là, souvent on change encore d'endroit, mais ça fait plusieurs James Bond que c'est le même. Puis le film d'aujourd'hui va continuer quand même cette tradition-là. C'est comme, tu sais, on a tué comme le vilain du film là, que James Bond courait après là, depuis le début du film, dans le fond. Locke, fait que une fois qu'il est mort, on a comme la partie B où ce que là, ça va être Christatos. C'est comme c'est ça, là on vient carrément un peu. Là, Bond va retrouver Milena au fond de l'eau, puis tu sais, toutes ces séquences-là là, sont documentées, là, que dans le fond, Carole Bouquet, l'actrice qui fait Milena, elle pouvait pas faire de la plongée sous-marine parce qu'elle a un problème dans l'oreille, puis finalement, elle peut pas aller dans l'eau. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé plus rapidement, puis ils ont fait jouer ça à vitesse normale, puis que ça fait puis avec un ventilateur là, dans le visage, tout ça, qui faisait que les cheveux ils partent dans les airs, tout ça. Puis en voyant ça, c'est ça fait un effet comme qu'ils sont dans l'eau, tout ça. C'est quand même assez le fun là, aussi, puis le négatif, ils l'ont comme graffiné pour faire des bulles, tout ça. C'est quand même assez cool comme idée. Ça paraît pas vraiment. C'est sûr que l'eau apparaît très claire, là. Il y a ça un peu, mais pour la générale, l'effet dans l'eau paraît assez. Paraît pas vraiment, là. C'est sûr que il y a des plongeurs là, aussi. Là, c'est tout ça, là, c'est mixé ensemble, là, mais les plans où ce qu'on voit le visage là, de Roger Moore et de Carole Bouquet, c'est ça qu'ils ont fait. Puis je trouve que l'effet est quand même assez bon. Faut pas oublier aussi qu'on est en 1981. C'est pas comme un air aujourd'hui. Il faut pas s'attendre à un effet parfait. C'est ça aussi qu'il faut tout le temps penser. Ce film-là, cette année, a 40 ans. Là. C'est quelque chose qu'il faut penser aussi. Il ne faut pas arriver et dire mais ça paraît. Là. Aujourd'hui, on a l'informatique qui est capable de corriger plein d'affaires et qui est capable de rajouter des effets. Oui, il y a des niveaux d'ordinateur aussi, des fois, qu'il y a des choses qui paraissent, mais. Dans ce temps-là, il fallait faire ça mécaniquement, puis je trouve que la manière qu'on l'a fait, le résultat est quand même pas mal assez réussi. Là. Fait que. Encore une fois, ça revient un peu au début du film où ce que je disais, pourquoi que Christatos a rendu là quand ils ont assassiné les parents de Milena, pourquoi qu'ils sont pas arrivés à bord là, du vaisseau ou du bateau des Avaloc, puis au pire même assassiner Milena proprement, puis fouiller dans ses notes, rendu là, même là, Gonzalez au début, il a pas rempli sa job, il a été payé pour une job, mais il a pas tué la fille, je comprends que la fille était pas elle faisait pas partie là, peut-être de son contrat, mais c'est lui qui avait apporté Milena sur le bateau. Fait que quelque part, tu t'es témoin, là, je veux dire, en tout cas, c'est juste assez bizarre là, qu'on l'avait pas tué, puis tout ça, puis pourquoi qu'ils n'ont pas pris les notes. Je comprends que là, ce qu'on va comprendre, c'est que Milena, elle, c'est la seule qui est capable là, de déchiffrer le langage que son père prenait ses notes. OK, c'est correct, mais plus tard que Statos, il va quand même trouver l'endroit aussi. Là, ils ont vu là, on a mentionné au début du film que on a vu là, des débris quand même flotter alentour, tout ça. Puis, ils ont quand même des idées, tout ça. T'sais. Fait que en bout de ligne, comme j'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, on a pris comme la manière longue avec James Bond, mais l'autre côté, Christatos, il aurait pu être carrément en avance d'eux autres. Là. Alors, Bond et Milena vont se ramasser dans un petit sous-marin qu'ils ont, puis ils vont aller trouver le Saint-Georges. Puis ils vont mettre leur combinaison, ils vont aller trouver le système attaque dans le Saint-Georges. Puis là, il va y avoir une séquence, dans le fond, là, un des gars envoyés là, par Christatos, là, qui va avoir une méga combinaison sur lui. Puis Bond va installer une bombe sur lui, puis le gars, il pourra jamais rien faire contre ça. Dans le fond, il est pas assez habile pour pouvoir l'enlever. Mais on comprend que son armure est quand même assez dangereuse parce qu'il y a comme des pinces, tout ça, puis il va blesser Milena, puis tout ça, puis dans le fond, il est capable de danser les affaires sans problème, tout ça. Mais on est sous l'eau aussi, là, fait que la gravité n'a pas le même effet sous l'eau, là, mais
Tu sais, je trouve ça un peu difficile, par contre, là, d'avoir un stress, mis à part le fait que tu es sous l'eau, puis que, tu sais, dans le fond, si tu manques d'air ou quelque chose de même, c'est un stress en soi, puis c'est plus claustrophobe. Je comprends, mais toute cette séquence-là, sous l'eau, c'est là que je trouve que, tu sais, on a eu beaucoup d'affaires avant. Oui, la dernière séquence, là, à l'entrepôt, là, c'était so-so, là, tu sais, je veux dire, c'était juste comme une séquence, là, d'action, tu sais, normale, là, juste, c'est une fusillade, tout ça. C'était correct, on se lance des grenades, des affaires de même, là, c'était correct pour ce que c'était, mais c'était loin d'être aussi spectaculaire de ce qu'on avait eu avant. Puis là, ben, tu sais, c'est comme là, tout d'un coup, là, on ralentit vraiment. Là, on a de l'action, on ralentit, c'est du monde qui sont dans l'eau. Puis le seul stress, c'est le fait qu'on est dans l'eau, puis que, dans le fond, on pourrait rester là, puis rester enfermé là, dans le Saint-Georges. Okay? C'est le seul stress, mais tu sais, cette 10 minutes-là, là, honnêtement, OK, c'est peut-être juste un peu le temps là, de reprendre notre souffle, puis tout ça, puis juste commencer à rembarquer là, pour la partie B. Mais je trouve que je le trouve un petit peu long. Là. C'est comme je le sauterais quelque part. J'aurais aimé ça qu'il soit quasiment accroché un peu. Surtout à partir de là aussi, quand ils vont partir, ben il y a un autre sous-marin là, avec une personne qui peut embarquer dedans seulement. Mais tu sais, je me dis en même temps, je suis pas vraiment le gars qui est claustrophobe, mais tu sais, t'es dans un sous-marin, puis il y a juste ta tête qui dépasse. Le gars il est couché là-dedans, ça doit pas être le sous-marin le plus confortable qu'il y a. Mais je sais pas si ça existe vraiment un genre de sous-marin de même. Mais je veux dire, dans le fond, c'est sous-marin contre sous-marin. Le sous-marin de Christatos, ben, en tout cas, son vilain qui travaille pour Christatos, il est équipé, il y a des petites pinces, puis il essaye là, de défaire un peu là, le sous-marin à Bond et Milena. Puis finalement, ben, Bond va réussir à comme la repousser. Dans où ce que la mine avait frappé le Saint-Georges un peu plus tôt dans le film, puis il va rester coincé là, mais finalement on va voir qu'il va se décoincer, mais ce vilain-là, on le reverra pas, dans le fond. Là. En tout cas, je veux dire, je ne l'ai pas remarqué. Il y a tellement là, de personnes dans ce film-là. Je trouve que même le vilain, je n'étais même pas sûr si c'était pas Charles Dance qui était revenu, mais en quelque part, on l'a vu mort sur la plage. Mais en tout cas, l'acteur semblait ressembler à Charles Dance pour moi, là, mais je pense pas que c'est lui. Alors, Bond et Milena vont sortir de l'eau, puis finalement, ben, ils vont rembarquer sur le bateau. Mais finalement, leur bateau a été attaqué par Christatos pendant qu'il était sous l'eau. Il fallait qu'ils s'en attendent rendu là. S'il y avait du monde en dessous de l'eau, ben, c'est bien possible que quand ils remontent à la surface, qu'il y ait du monde qui les attendent aussi. Là. C'est comme un peu logique. Là. Mais, en tout cas, ils débarquent du bateau comme si de rien n'était, comme s'ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait peut-être Christatos et sa gang soient là. Mais en tout cas, quelque part, il faut quand même qu'ils sortent de l'eau rendu là. Mais ils auraient pu prendre leur sous-marin, puis peut-être se rendre directement là, sur une plage, puis à partir de là, au lieu de rembarquer sur le bateau. Là. Mais en tout cas, ils choisissent de retourner là, à bord là, du bateau des Avolocs. Fait que Christatos et sa bande vont attacher Bond et Milena ensemble. Puis ils vont les faire traîner en arrière là, du bateau à Christatos. C'est une idée, comme j'ai dit, dans le fond, il y a 3 histoires d'Ian Fleming qui ont été l'inspiration pour le film d'aujourd'hui. Il y a les 2 histoires courtes qui se retrouvent là, dans le recueil de For Your Eyes Only. Et la fin du livre Vivre et laisser mourir, qui est pas mal la séquence qu'on a à cet endroit-là où ce que Bond est tiré là, avec le personnage de Solitaire dans Vivre et laisser mourir. Puis, dans le fond, il est tiré par un bateau, puis finalement, ben, le but là-dedans, c'est qu'ils se font manger par des requins. Ben, ça vient de là, c'est pas exactement la même tournure, mais c'est la même idée. Il y a une affaire là-dedans qu'il est un petit peu nono, où que Bond va réussir à entortiller là, la corde qui est attachée avec à l'entour d'une roche. Puis ça va faire assez ça va être assez attaché pour empêcher le bateau d'avancer. Puis finalement, ben, la corde va lâcher.
Je comprends que oui, juste le fait que la corde est passée alentour, ça peut comme retenir un peu, mais peut-être pas la force d'un bateau, à quelque part. Ça va glisser. Là, Bond, là, c'est pas un surhomme non plus. Là, mais c'est nono, mais le compromis là-dedans, c'est que la bouée qui était qui reliait là, la corde, ben elle va lâcher dans le fond, puis finalement ben elle va accrocher quelqu'un, puis il y en a un qui va tomber à l'eau, puis il va se faire manger par des requins. Mais là, c'est ça, Bond, Flamand et Milena vont réussir à se sauver de ça. Parce que elle, un peu plus tôt, quand Bond avait retrouvé Milena sous l'eau, elle, pour une raison qui est dans le fond la raison parce qu'elle savait qu'elle allait être attachée avec Bond puis qu'elle allait avoir besoin de respirer sous l'eau, ben elle avait laissé sa bonbonne d'oxygène dans le fond de tout ce coin-là, puis c'est comme ça qu'ils réussissent à survivre. C'est juste un genre d'écriture paresseuse à quelque part que je trouve un petit peu tannant là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup dans ce film-là, mais celle-là est très évidente. Pourquoi qu'elle a laissé sa bonbonne dans le fond de l'océan? Ça n'a aucun rapport. Là, personne ne ferait ça là, pour aucune raison. Il n'y a aucune raison valable pour qu'elle ait fait ça, mais ça l'aide pour l'histoire à quelque part. Mais je sais pas. Il aurait pu trouver une poche d'air à quelque part là, dans un des monuments qu'il trouve au fond de l'océan. J'aurais plus cru ça que laisser la bonbonne dans le fond. Ou elle aurait pu la perdre carrément. Ça aurait pu juste au pire que la strap a coupé puis elle l'échapper ou quelque chose de même. Ça aurait eu plus de sens, mais la manière que ça avait été monté, ben, c'est clair qu'elle l'a laissé là juste pour le laisser là. Ça n'a comme pas rapport. Un peu une autre écriture paresseuse qu'il y a, c'est que quand il retourne à bord du bateau des Abelock, le perroquet va commencer à dire la conversation qu'il y a eu entre Eric Kriegler et Christatos, qui disent que en bout de ligne, où ce qu'ils vont échanger l'attaque, c'est à Saint-Cyril. Fait que, tu sais, c'est comme du hasard. C'est comme un peu, là, toute cette partie-là du film a été tronquée un peu. Puis c'est comme je sais pas, on cherchait là, des raisons pour continuer, mais on s'essouffle un peu. Là. C'est un petit peu n'importe quoi. On comprend pourquoi on saute dans l'autre scène après, mais c'est pas nécessaire. Là, Bond va aller voir Q dans une scène qui est encore non nécessaire parce que quelque part, Bond, une fois qu'il va voir Q, il va aller dans un confessionnal, puis dans le fond, c'est juste pour revoir Q un peu, peut-être. Parce que Q va lui dire, il y a genre 137 places qui s'appellent Saint-Cyril en Italie, fait que ça va être difficile de trouver où. Fait que Bond va répondre, moi je pense que je connais quelqu'un qui pourrait peut-être le savoir où. Pourquoi que t'as pas appelé Colombo directement pour lui demander? Il sait, il connaît Christatos, rendu là, il aurait dû passer carrément là, par Colombo tout de suite en partant. C'est juste peut-être juste une manière là, de ramener Q. Juste pour un dernier petit gag là, où il va dans le confessionnal, puis Q il va y répondre que oui, là, je veux dire, t'as pêché en masse. Là. C'est ça. Je veux dire, je vois pas le lien. Il aurait dû toujours avoir Colombo, peut-être, là, qui était là à quelque part là, dans l'histoire. Mais oui, on le rapporte là, pour cette séquence-là. Sauf que, tu sais, il n'aurait pas dû avoir de scène avec You. Fait qu'on se ramasse, dans le fond, à la finale où le repère de Christatos est en haut carrément là, d'une genre de montagne, là, mais il n'y a pas moyen d'accès. À part si, mettons, par hélicoptère ou si, mettons, on escalade le côté. Encore une fois, c'est un peu plus laissé aller, c'est plus calme comme finale comparativement à Moonraker et à L'espion qui m'aimait. Il y a Bond qui monte sur le côté là, de la montagne, tout ça. C'est quand même une bonne scène, par contre. Je trouve que on a eu toute l'action avant, puis la partie B est plus mollo. C'est un petit peu là, l'anti-Bond comme méthode. Mais moi, je l'apprécie, honnêtement. Je trouve que, OK, c'est beau, on peut pas tout le temps monter le cran tout le temps. Je pense qu'on a eu toute l'action au début. Puis là, c'est ça. On essaie plus là, d'être plus côté espion.
Puis, tu sais, c'est pas impressionnant qu'est-ce qui se passe en plus. Il y a quand même quelqu'un qui est sur le bord, qui est en train d'escalader. Puis, il y a un bout même qu'il va tomber là, quand il y a le personnage là, d'Apostis là, qui est en train là, d'enlever là, les ancrages à Bond, puis qu'il est en train de tomber. Il y a quand même quelqu'un qui est planté là, dans le vide carrément, puis soutenu par une corde. Ça ben beau est une corde en fer ou en n'importe quoi. Il y a quand même quelqu'un qui est suspendu dans le vide. C'est quand même impressionnant quand tu y penses. Moi, je veux dire, j'ai quasiment. Ben, j'ai vu ce film-là tellement souvent que mon émotion de me retenir le souffle, tout ça, est partie depuis longtemps. Mais je trouve ça quand même impressionnant quand on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui est au bout d'une corde. Puis comme je dis, ça a bien beau être n'importe quel matériel qui est cette corde-là. Ça a bien beau être une chaîne avec des anneaux de 3 pouces d'épais. Il y a quand même quelqu'un qui est dans le vide, puis c'est juste la seule chose qui tient. C'est quand même assez impressionnant. Bond là-dedans, dans le fond, quand il monte en haut, le but là-dedans, c'est qu'il descende un genre de un panier là, pour faire monter là, le restant de l'équipe. Puis c'est ça, tu sais. Ce que j'aime quand même, comme j'ai dit, c'est que le personnage d'Apostis, si on note le nom, on note le nom. Si on l'a pas noté, c'est pas grave. Mais c'est juste un des vilains qui travaille pour Christatos. Mais on l'a vu un peu partout dans le film. Puis c'est juste que c'est pas comme un Stormtrooper où ce que dans le fond n'importe quel qui vont poursuivre nos héros, ben il va se faire tuer puis ça va être le prochain puis ainsi de suite là, dans le fond on s'en fout. On voit quand même ce personnage là tout le long du film. Si on l'a remarqué, mais ce qui fait quand même différent dans le film d'aujourd'hui, c'est que ces personnages-là, sans nom, techniquement, ben, ils ont quand même une menace sur James Bond. C'est comme un personnage qu'on n'a pas vraiment porté attention, mais il est vraiment dangereux parce qu'il pourrait tuer James Bond quand même. C'est pas juste parce qu'il y a un nom qui peut tuer James Bond. Il fait vraiment là, du fil à retordre à James Bond. Là. Puis James Bond a failli tomber carrément en bas. Juste avec ce personnage-là que techniquement, on porte pas attention. Puis même quand il monte en haut, ben il y a encore quelqu'un qui est en train de rôder alentour là, de la cabine pour monter le panier. Puis, qui apporte un certain danger. Puis, tu sais, lui, on va pas le tuer, on va juste comme l'assommer, tout ça. C'est toutes des petites touches de même qui fait que ce film-là fait qu'il est un petit peu plus réaliste, que je trouve que aussi que j'aime bien. Juste une petite note aussi sur le petit gars le gars qui rôde alentour. Quand j'ai écouté ce film-là jeune, je l'écoutais sur une copie bêta, puis la qualité là, avec en plus l'écran qu'on avait dans le temps, tout ça, c'est pas le Blu-ray comme aujourd'hui, où c'est tout bien détaillé. J'ai toujours comme pensé que c'était Michael Biehn qui faisait Kyle Reese dans le film de Terminator, tout ça. Il y a genre un peu le même look, là, mais je vois clairement que c'est pas le même gars, là, mais c'est comme ça c'est ce qui me passe en tête là, à chaque fois que je vois ce gars-là. Mais c'est ça, fait que ils décident qu'eux autres vont juste l'assommer, puis même Milena, elle aurait pu comme peut-être le tuer, mais elle le tue pas quelque part. C'est pas nécessairement des assassins, c'est juste des personnes régulières que finalement sont sur une quête là, de voir arrêter Christatos. Peut-être que l'équipe à Christatos aurait pu tuer le gars, mais elle, dans le fond, la seule affaire qu'elle veut, c'est tuer Christatos. En haut, c'est ça, au monastère, ben, il y a Bibi qui est là. Elle, dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est Christatos qui est comme son sponsor pour ces Jeux olympiques, tout ça. Puis quelque part, ben, je pense on veut comprendre que peut-être que il veut que ça soit sa femme d'un côté, tout ça. C'est comme nébuleux. Je la comprends pas exactement pourquoi que Bibi puis son entraîneuse est dans cette histoire-là. À part que pour avoir une autre femme là, dans le film, mais à part de ça, en fait d'histoire, il n'y a pas de raison d'être. Puis si on voulait mettre une Bond Girl quelque part, ben elle paraît pas bien comme Bond Girl parce que Bond veut pas coucher avec. Puis c'est ça, rendu là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout dans le film. Alors, c'est là où on va avoir pas mal la finale. On va voir Eric Kriegler qui va se battre avec Bond. Dans le fond, ça va être comme le combat
de fin, à quelque part. Honnêtement, c'est juste un peu des coups de poing, des coups de pied, puis il n'y a pas vraiment là, de rien d'extraordinaire. C'est juste un combat brut, mais c'est rien d'extraordinaire, comme je dis. Si mettons, je disais tantôt, il fait comme remplacer Red Grant de Bon Baiser de Russie. On avait eu un combat là, dans le train, puis qui est quand même, qui avait vraiment là, de la tension, tout ça. Je veux dire, il y avait du suspense là-dedans. Il n'y a absolument rien de ça dans ce combat-là. C'est juste comme un combat très générique. Mais c'est ça, puis Eric va juste, par un petit moment d'inattention, Bond va prendre le dessus tout simplement parce que Eric, on voit qu'il est super fort, puis il va prendre une brique pour pouvoir lancer sur Bond, puis évidemment, Bond va prendre son moment d'inattention pour pousser la brique avec un genre de chandelier, puis ça va faire que Eric va passer par la fenêtre. C'est juste un petit peu drabe comme finalité, mais je pense que c'est ça qu'on voulait faire à la fin. C'est ça qu'on voulait faire, l'anti-Moonraker, juste faire quelque chose là, de plus réaliste, puis c'est ça qu'il fait dans le fond comme finale. Même la fin de Christatos, où ce que Colombo va commencer à courir après Christatos, dans le fond pour juste pour lui avoir comme sa vengeance. Il ne va pas nécessairement le tuer, mais juste un peu le ramasser. Puis il va se battre un peu. Colombo va prendre. Il va tomber en arrière, puis finalement, Bond, de nonchalamment de même, il va juste comme ramasser l'attaque qui a été échappée pendant le combat. Puis c'est tout, ça va comme finir là pour Christatos. Il n'y aura pas de combat majeur. Il y a juste Christatos qui va sortir un couteau là, de derrière son dos. Puis que finalement, Colombo va lancer un autre couteau de son côté, puis il va tuer Christatos. Mais tu sais, il n'y a rien là, d'extraordinaire. C'est vraiment drabe comme finale. Il y a Gogol qui arrive pendant ce temps-là pour ramasser l'attaque. Comme si Bond allait donner l'attaque, il sait bien, là. Mais tu sais, peut-être qu'il s'essaye pour juste pour l'essayer. Quelque part, il se dit, peut-être qu'il va me le donner, là. Mais tu sais, il sait bien que Bond travaille pour le gouvernement anglais puis qu'il le fera pas. J'ai déjà écouté un podcast où j'ai vu ça en ligne, je sais pas exactement quoi, où ce que les gars disaient que peut-être qu'on devrait, tu sais que Gogol aurait dû faire exécuter James Bond sur le champ puis ramasser l'attaque, quelque chose de même. Moi honnêtement je pense pas, parce que si maintenant Gogol aurait fait exécuter James Bond, ça aurait été une attaque directe sur les Anglais. Puis, tu sais, dans le fond, le but à Gogol, c'est pas de partir à la guerre, c'est juste d'avoir le dessus ou quand même quelque chose sur les Anglais. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, exactement qu'est-ce qu'il veut faire avec les Anglais. Il veut pas partir une guerre, il veut juste comme avoir quelque chose au cas où, des affaires de même, puis pouvoir peut-être identifier étudier le fréquence, des affaires de même. Mais le but, c'est pas nécessairement de partir en guerre parce qu'il pourrait partir en guerre n'importe quand, on s'entend. Fait que en tuant Bond, ça pourrait partir une guerre rendue là. Puis c'est ça, fait que l'histoire aussi à Milena, finalement, elle a pas eu sa vengeance directement parce que Christatos se fait tuer par Colombo. Mais d'un autre côté, sa vengeance a été faite au début du film quand elle a tué Gonzalez. Elle l'a tué lui, mais c'est ça, toute sa quête pour le restant du film était là pour pouvoir peut-être tuer Christatos à la fin, mais en tout cas, c'est ça. Elle a pas ce côté-là n'est pas. Elle l'a pas fait. Puis je pense que c'était le bon compromis qu'on a fait dans la totalité là, pour son personnage. Elle a eu sa vengeance sur le meurtrier, mais pas la tête de l'autre côté. Puis je pense que le fait que on a James Bond qui a eu dans le fond sa vengeance, c'est pas sa vengeance, mais dans le fond son combat final a été contre Kriegler. Puis Colombo, le seul moment qu'il y a eu, c'était comme contre Christatos. Fait que lui, il a comme réglé son conflit avec Christatos, si on veut. Puis Milena, ça a été fait au début du film, quelque part, mais elle continuait quand même pour essayer d'aider Bond à comme enlever tout ce qui est en arrière du meurtre de ses parents. Alors, comme tout Bond, Bond va se ramasser avec Milena en solitaire de leur côté, ce qu'on savait bien qu'elle allait arriver.
Puis là, ben, c'est comme aussi les derniers films, il y a tout le temps un petit peu, là, là, de bouffonnerie là, vers la fin du film, où on va avoir là, les patrons à Bond qui vont essayer de rejoindre James Bond. Puis finalement, ben, ils vont essayer là, de rejoindre le premier ministre là, ou la première ministre qui va comme remercier Bond directement. Mais tu sais, on avait comme préparé cette scène-là, si on regarde bien le film, au début du film, où ce que quand Bond, ou quand Milena elle a tué Gonzalez, ben le ministre de la Défense, il va répondre à Bond, il va dire ouais, mais là, c'est parce que là, le fait que Gonzalez est mort, ben on n'a plus de pistes. Puis la première ministre, elle va bien avoir notre tête, tout ça. Puis tu sais, on l'a comme installé comme idée. Puis là, ben, à la fin du film, ben, on a revient avec cette idée-là pour qu'elle, finalement, ben, elle remercie Bond, tout ça. C'est-tu un peu trop, tout ça? Oui, honnêtement, c'est trop là, pour moi. Là. Je trouve que on exagère. Surtout avec le perroquet Max, là, qui dans le fond, il est en train de répondre là, pour Bond, tout ça. Pis, c'est rigolo un peu pour terminer, là, mais c'est juste un petit peu n'importe quoi pour terminer. On cherchait une idée. Ça passe un peu, mais ça l'éternise pour rien. Mais je vais juste dire une petite chose. Par contre, dans le dernier livre écrit par Ian Fleming, L'homme au pistolet d'or, ce livre-là termine avec quelque chose de similaire comme ça, où ce que Bond est offert de devenir chevalier pour l'Angleterre, puis tout ça, puis toutes des affaires de même que quand je lisais le livre ou je l'écoutais en version audio seulement, celui-là, je me suis dit, c'est trop. C'est juste trop, là. Ben, c'est pas. Dans le film aujourd'hui, on y va pas à ce côté excessif-là, mais c'est tout aller là, dans la hiérarchie là, anglaise, tout ça, là, pour remercier Bond, ben, je trouve que c'est trop, puis ça. C'est juste le début, c'est la porte d'entrée. Là. Alors, Max, le perroquet, ben, il va ramasser là, le communicateur pour parler avec la première ministre, puis il va le tirer dans l'eau, tout ça, puis ça va terminer là. Puis on va voir le générique de fin. Je trouve qu'il est quand même intéressant le générique de fin, où ce qu'on va voir encore les monuments grecs là, qu'on avait vus là, pendant le film. Puis on va juste comme mieux les filmer, tout ça, juste pour mettre le générique par-dessus, tout ça. Je trouve que c'est une belle manière là, d'apporter le générique. Puis en même temps là, de nous dire là, que Bond va revenir là, dans le film là, de Octopussy. Alors, en conclusion, ben, tu sais, comme j'ai laissé assez savoir, là, c'est un film que j'ai beaucoup de nostalgie pour. Puis, tu sais, oui, il y a des défauts, là, surtout là, dans la partie B, là, c'est un peu trop long, peut-être. Là, on aurait pu couper là, facilement là, 10 minutes. Où on va dans l'eau, puis on aurait pu refaire un montage différent. Puis, tu sais, on aurait pu comme un peu tout trafiquer ça, puis peut-être juste comme échanger ça pour que la finale soit avec Locke ou quelque chose de même, puis que Kristatos passe un peu au travers. Puis même dans la partie A, je dirais que toute la section qui est Resico, c'est aussi, j'étais un petit peu, je trouve ça un petit peu long, rendu là. Tu sais, il n'y a pas juste la partie B, mais dans la première partie aussi, là, quand on est plus à Cortina, en Italie, là, toutes les séquences d'action, tout ça, c'est vraiment c'est vraiment là, génial. Là. C'est vraiment là, quelque chose de vraiment solide. Toutes les séquences d'action. Ils tiennent vraiment le film. Où ce que le film a plus de misère, c'est le côté histoire, puis tout le temps le détail A qui mène au détail B, ben, à la scène B, puis un détail dans cette scène-là qui amène à la scène C. Puis c'est comme ça tout le temps, tout le long du film. Mais on a vu les autres James Bond avant, puis c'est ça un peu la formule. Ça change pas pour le film d'aujourd'hui, mais le fait fun se trouve pareil, même si on comprend pas le film. On n'a pas le temps de vraiment se poser ces questions-là. Fait que
je veux dire, c'est pas quelque chose là, qui va vraiment me déranger là, pour le côté histoire. Ça se tient-tu, ça se tient pas? J'ai pas le temps de me poser cette question-là. Fait que ça tombe quasiment là, d'être une bonne affaire ou c'est pas un critère qui va faire que j'endosse ou n'endosse pas le film. Même chose pour le personnage de Bibi, c'est toute l'histoire de ça. Je comprends pas c'est quoi exactement le but là-dedans. Je l'aurais tout coupé au complet. Là, c'est tout qu'est-ce qu'il y a avec ce personnage-là. Elle est le fun à voir. La fille, elle veut être là. Elle s'amuse. Ça dégage à l'écran, mais ça n'apporte absolument rien au film. Puis c'est sûr que il y a aussi le personnage là, de Carole Bouquet que elle on dirait qu'elle veut pas être là. Ça c'est un peu l'antithèse là, de Bibi. Fait que peut-être qu'au moins ça compense qu'il y a quelqu'un qui veut être là puis l'autre qui veut pas être là. Mais il y en a une qui doit être là puis l'autre elle doit pas être là. Fait que c'est comme un peu les inverses. Mais c'est pas vraiment quelque chose là, qui m'empêche là, d'aimer ce film-là. Toutes la scène d'introduction, la poursuite en auto, la scène de ski. C'est tout là, des bons morceaux là, du film là, puis qui fait là, que c'est très dur à battre là, dans toute la saga au complet, surtout au moins rendu à ce moment-là, dans l'épisode 14. Puis même ça va être dur à battre là, pour plusieurs films aussi là, qui va s'en venir. On est à mi-chemin de la rétrospective, dans le fond. On va avoir 28 podcasts jusqu'à quand on va sortir là, le nouveau film. Puis, ça reste quand même là, que le film d'aujourd'hui est un film qui est quand même solide le point de vue action, puis on verra pas ça tout le temps là, jusqu'à la fin de la rétrospective. Il y a le personnage de Colombo que j'aime bien. Il est juste parfaitement placé. Il est pas trop là dans le film, mais il est il y a juste le bon temps qui est là. Puis ça fait que je trouve qu'il rajoute quelque chose. Puis la chimie avec Roger Moore est vraiment là. On embarque avec ces personnages-là. Je trouve que c'est un atout au film. Bien sûr, la musique de Bill Conti est vraiment solide. C'est une de mes top 5 des trames sonores de James Bond. C'est une trame sonore que je reviens souvent. Puis, comme dernier point aussi qui fait que ce film-là, je suis quand même capable d'y donner un verre solide. Je sais pas si ça va être le meilleur de Roger Moore, mais je pense que c'est le film de Roger Moore que je suis le plus en arrière puis que je m'amuse plus à écouter. Qui fait que peut-être que ça va être dans mon top 5 ou mon top 007 si on veut des films de James Bond. Le dernier point, c'est que les personnages, il y en a beaucoup. Il y a peut-être trop de méchants rendus là. Tu sais, un bout, c'est-tu Christatos, c'est-tu Locke, c'est-tu Gonzalez, c'est-tu Colombo. Tu sais, c'est comme, OK, ce manège-là, il joue pour peut-être trop long dans le film, mais on a tous les personnages secondaires que on reconnaît le visage à la langue du film, puis qui font qu'ils rajoutent la 3D dans toute cette grosse histoire-là. Puis, tu sais, on comprend là, que, tu sais, même si on ne sait pas exactement pour qui travaille, ben, on sait qu'ils sont méchants ou sont bons. Ça, on le sait. Puis, à quelque part, ben, on sait que même si on connaît pas le nom, ben, ils sont quand même des menaces. Puis ça, c'est ça que je trouve le fun aussi. Tu sais, c'est pas juste le personnage de requin tout le long du film qui va suivre James Bond, qui va être la menace. Il y a d'autres personnages aussi. Tu sais, ça, c'est à titre d'exemple. Puis que ça fait que James Bond a plusieurs adversaires pendant tout le film. Puis ça fait que n'importe qui pourrait prendre le dessus puis tuer James Bond. C'est ça que je trouve le fun. Quelque chose que on a très rarement là, dans cette franchise-là. Fait que pour moi, ben, c'est un verre très solide pour le film Rien que pour vos yeux. Les deux histoires, Risico et For Your Eyes Only, ben c'est des histoires qui sont, comme j'ai dit, là, ça prend à peu près 1h30 à les écouter en version audio, puis on les a écoutées au complet. C'est des histoires qui sont so correctes. C'est le fun de voir si, mettons, on aime le film, là, où la provenance là, de l'histoire, tout ça. Mais c'est pas nécessairement quelque chose là, qui a un devoir. J'avais endossé le livre de L'espion qui m'aimait. Qui était pas long à lire parce que c'était, même en version audio, c'est genre 4 heures, là, c'est pas très long.
Mais les histoires d'aujourd'hui, ben, c'est encore plus court. Mais j'ai plus la misère embarquée en arrière de ces histoires-là quand même. Je trouve que c'est vraiment juste des histoires quasiment abandonnées dans le fond d'Ian Fleming, qu'il voulait pas, je sais pas, il est juste recueilli de même. Mais honnêtement, je pense que c'est juste sortir un livre pour sortir un livre, puis juste brocher les affaires ensemble. Puis ça paraît un peu. C'est correct pour un compléteur d'histoire de James Bond comme moi, mais pour n'importe qui, là, c'est pas quelque chose que je veux vraiment endosser là, dans le côté littérature là, de James Bond. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit au début du podcast, essayez quand vous voyez le podcast passé, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, ben n'hésitez pas là, de au moins liker. T'sais, vous écoutez le podcast, vous likez, juste dire un commentaire. Êtes-vous d'accord sur le film d'aujourd'hui? C'est-tu le meilleur de Roger Moore? Roger Moore est en forme aujourd'hui. Il commence à être âgé, par contre, quand on regarde ça. Il est rendu quand même là, dans la cinquantaine avancée. On parle de 54 ans. Puis, il y a encore quelques films encore à faire. Puis qu'il va commencer à être pas mal vieux, là, rendu là, à la fin de sa carrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, si maintenant il aurait dit c'est fini, ben je pense que ça aurait été un film très solide pour qu'il quitte. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis L'espion qui m'aimait, il y avait comme un contrat pour 3 films. Puis après ça, Moonraker, puis Rien que pour vos yeux, puis les 2 autres qui vont suivre, il est toujours à contrat à chaque film. C'est pas un contrat de multiples films. Puis là, il va revenir dans le prochain film, mais il va avoir plus une histoire en arrière de son retour que peut-être vouloir rembaucher Roger Moore pour le prochain film. Mais tu sais, ça, on va en reparler là, la semaine prochaine quand on va parler d'Octopussy. Mais c'est ça, tu sais, n'hésitez pas à commenter sur le film d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, tu sais, l'histoire, elle drague-tu le film, puis que vous, dans l'action, vous embarquez pas, la trame sonore est peut-être pas pour vous, en tout cas, gênez-vous pas de commenter n'importe quoi sur le film d'aujourd'hui, sur le post de Facebook ou de Twitter, puis si vous le faites pas déjà, si mettons vous ramassez votre podcast par un logiciel tiers, ben, n'hésitez pas quand même à suivre Premier Visionnement sur Facebook pour justement voir le post d'aujourd'hui ou de n'importe quel autre film que je fais. Puis, tu sais, commentez, dites votre opinion en quelque part. Faut pas se gêner. Puis en même temps, ben c'est ça, si vous ramassez de votre podcast sur un logiciel à part, ben n'hésitez pas de commenter, de coter le podcast autant que possible, de donner un 5 au podcast. Pour donner là, de la visibilité au podcast. Parce qu'en même temps, moi, au podcast, j'essaie toujours là, de vous enseigner 2 choses. De 1, de jamais laisser l'ennemi vous voir saigner. Et de 2, de toujours avoir un plan d'évacuation. Oh, he blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion dont Podbean, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.